Et si je te disais que la voiture la plus célèbre du cinéma a disparu? Imagine une voiture tellement mythique qu'elle a changé la façon dont on filme les courses-poursuites. Une Mustang verte qui dévale les rues de San Francisco avec Steve McQueen dans Bullitt. Mais voilà le problème, après le tournage, cette voiture disparaît. Plus de traces. Pendant près de 40 ans, personne ne sait où elle est. Et même McQueen n'a jamais réussi à remettre la main dessus. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire incroyable de cette Mustang, une légende du cinéma et surtout une légende de l'histoire des courses-poursuites. Autour de cette voiture gravitent des anecdotes incroyables, notamment des histoires vraiment un peu bizarres, mais ça rajoute du piment à l'histoire de cette voiture que je vais te conter aujourd'hui. Notre histoire commence, comme toute histoire de film, par un scénario que Steve McQueen veut produire, et ce sera lui qui engagera le réalisateur Peter Yates. Il accepte le job, mais à condition de pouvoir faire des changements sur le scénar et que tout se déroule dans des décors naturels. Il veut son final cut, et Steve accepte. L'histoire suit donc un lieutenant de police de San Francisco qui enquête sur la mort d'un témoin dont il devait assurer la protection. Et comme c'est Steve McQueen, eh bien il lui faut une bagnole dans les 10, une qui a la classe et qui envoie, mais aussi qu'elle soit cohérente avec l'histoire car fallait bien que le héros du film puisse se la payer. Là on est à la fin de l'année 67 et il y a une voiture qui fait un carton, c'est la Ford Mustang. Ultime muscle car pour certains, mais bon pour moi je préfère la Chevrolet Impala 67. Voilà, je la trouve beaucoup plus belle, mais chacun ses goûts. Surtout que la première fois que j'ai roulé dans une Ford Mustang, année 66, j'ai failli y passer. Et vraiment, mais je te raconte ça un peu plus tard. Steve McQueen choisit ainsi la Mustang Fastback de 68 qui était neuve à l'époque. Il a eu de la chance. C'était des GT 390 à boîte manuelle, ce qui veut dire qu'on est sur le plus haut de gamme avec un gros V8 de 325 chevaux, mais vraiment énorme pour l'époque. Steve choisit ainsi lui-même la couleur qui est appelée Highland Green, cette couleur est vraiment typique de cette voiture, et il demandera à faire tout un tas de changements dessus. Ford prête ainsi 2 voitures à production pour que le film serve de pub pour la marque, même si on verra après, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Il y a d'ailleurs une grande légende sur ce point, c'est qu'il est dit qu'en fait la production a acheté les voitures car Ford ne voulait pas qu'elles soient modifiées esthétiquement. Et Steve McQueen, il voulait pas non plus que les voitures servent de placement produit. Alors qu'en vérité, Ford a prêté les voitures et Steve a fait modifier les voitures pour qu'elles soient plus en lien avec la personnalité du héros. Fin. C'est juste une légende, car Ford utilisera énormément le succès du film pour refourguer un maximum de Mustang Fastback. Ainsi, Steve McQueen va faire retirer tous les badges Ford ou Mustang sur la voiture, fait changer les jantes et repeindre les feux arrière pour qu'elles soient moins reconnaissables. Ça aussi, tous ces changements en fait rajoutent à la légende, car à l'époque, toutes les voitures étaient modifiées au niveau moteur, suspension, freinage, mais quasiment jamais au niveau de l'esthétique. Le tuning, ça n'existait pas. En fait, Steve adorait modifier toutes les voitures à l'écran pour qu'elles correspondent aussi avec le scénario. Et je trouve que ça marche car son personnage est très mystérieux dans l'histoire et lui donner une voiture qui ne sort pas directement de l'usine, qui fait un peu loup solitaire, je trouve que ça marche. En étant très gentil car c'est un inspecteur de police, donc la logique voudrait qu'il ait opté pour une voiture plus discrète car un V8 de 325 chevaux, franchement... Autant mettre des haut-parleurs sur le toit, ce sera pareil. Et petite anecdote, c'est la première fois que l'injure bullshit est mentionnée dans un scénario américain. À l'époque, il n'y avait pas le droit aux injures, et là, ils ont réussi à la placer. Sinon, bon, jusque-là, je parle de la Mustang, mais il faut savoir qu'ils en ont commandé 2. Dans un film, il y a ce qu'on appelle la Hero Car, la voiture du héros, et elle servira essentiellement pour les gros plans, les séquences en intérieur ou à l'arrêt, donc en général, c'est la voiture la plus chère. En complément, il y aura toujours des jump cars ou action cars qui sont des versions moins finies, moins chères et qui serviront pour les séquences d'action. Celle-là, tu sais que tu vas la broyer. Il y aura donc pour le film 2 Mustangs presque identiques, appelées la 558 et la 559. Entre les deux, il n'y aura pas vraiment de différence, hormis que celle pour la course-poursuite a été modifiée pour être plus résistante au choc. Mais aussi pour y inclure des barres et tout un tas de trucs histoire de poser des caméras en intérieur. Notamment tout un mécanisme à l'arrière dans le coffre pour balancer des fumigènes pour faire genre ça vient des pneus, mais en fait c'était des fumigènes. C'est là où tu vois que les choses ont bien changé et que limite on en fait trop, car pour Bullitt c'était 2 voitures, alors qu'aujourd'hui la tendance est plutôt de commander une quinzaine de voitures pour des films comme Fast and Furious. Moi je trouve qu'il y a un peu de l'abus, 15 voitures, mais qu'est-ce qu'ils en font C'est vrai qu'ils en broient pas mal aussi.
Côté tournage, on va s'intéresser surtout à cette course-poursuite car c'est grâce à elle qu'il y a eu un engouement énorme. En fait, ce n'était pas la première course dans un film, il y en a eu d'autres, notamment la série de films Coccinelle que je te conseille car chaque film est super avec beaucoup d'humour et je trouve pas que ça ait pris un vrai coup de vieux aujourd'hui. Le premier de la série est sorti quelques mois avant Bullitt et c'est parfait pour voir les différences entre ce qui était fait à l'époque et ce que Bullitt a apporté comme innovation. La première, c'est les angles de vue, il y en aura plein, en intérieur, sur la voiture, de loin, etc. Et ça grâce à la miniaturisation des caméras dans les années 60. C'est grâce à ça que Godard a lancé la nouvelle vague, c'est grâce à la réduction des coûts de production, notamment avec le 16 mm. La caméra maintenant moins grosse pouvait être tenue à la main par une personne. Du coup le réalisateur était beaucoup moins limité par l'aspect technique et pouvait placer les caméras où il le voulait. Deuxième chose, c'est grâce au montage de Frank Keller qui reçut l'Oscar du meilleur montage pour la course-poursuite de Bullitt. Aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu mou car on est habitué à du montage rapide, surtout depuis le passage à la projection en numérique, mais pour l'époque ça envoyait du lourd. Les vrombissements du moteur étaient une vraie attraction dans les salles de ciné. Et troisième chose, évidemment, ça vient de Steve McQueen qui effectuera lui-même une bonne partie des cascades comme il en a l'habitude. On est dans l'habitacle avec l'acteur qui effectue des burns ou des sauts incroyables, on ne cache pas un cascadeur, et tout ça renforce le côté réaliste. D'ailleurs ici ce burn, devenu un classique, n'était pas prévu. Steve s'est raté sur la cascade, mais ils n'ont pas coupé. Il a fait une marche arrière bien forte et il repart et ce fut gardé au montage. Le monteur a ajouté un petit avance rapide pour donner un peu plus de rythme, ça se voit bien ici en faisant attention. Mais globalement pour les scènes les plus dangereuses, comme les sauts, ce n'est pas Steve McQueen au volant, même s'il voulait vraiment le faire, mais c'est Bud Akins qui avait déjà fait le saut à moto dans La Grande Évasion. Steve McQueen est là pour tout ce qui est plan rapproché, ligne droite et dérapage, mais tout ce qui est saut à travers la ville et tout ce qui est globalement vraiment très dangereux, en général, là, ce sera Bud. Tous ces moments d'action en extérieur et en réel, c'est ça qui fait vraiment la différence, car si on reprend le premier film Coccinelle, eh bien la différence est flagrante, c'est bien plus proche de ce qui se faisait à l'époque. On filme la voiture en extérieur, mais tous les moments où l'on voit les acteurs, c'est en studio. C'est ça qui a fait la différence à l'époque, c'était de voir Steve McQueen dans la voiture en train de conduire. Et concrètement, durant le tournage, la Mustang, elle a pris cher. Pour les 10 minutes de course, ils y passèrent 3 semaines. 3 longues semaines où le tournage a failli être arrêté plusieurs fois. Lors de la demande de tournage, le studio avait certifié que les voitures ne rouleraient pas au-dessus de 60 km/h dans la ville. Genre, là, la voiture, elle saute, tu vas me faire croire qu'elle est à 60. Et à ton avis, ils sont allés à combien ? 100 120 150 180 Ouais, jusqu'à 180 km/h dans San Francisco. Normal. Ah, j'adore les années 60, 70, il y avait tellement de liberté à cette époque. On pouvait vraiment faire n'importe quoi. Du coup, la mairie recevait des appels tous les jours des habitants qui n'en pouvaient plus des hurlements de moteurs dans les rues. Ça peut se comprendre parce qu'un V8, quand t'es à côté et que t'as entendu hurler ce bordel, tu comprends que ça fait du bruit ce truc. Le maire était quand même conciliant car il avait insisté pour que le tournage se fasse dans sa ville et ne fait absolument rien pour arrêter le tournage. Enfin, quand il passait sur le tournage, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite pièce de billet qui traîne. Oh, on sait pas qui elle est. Oh, comment on atterrit là ? Et à la fin, pour le remercier, Steve McQueen demande à la Warner de payer la construction d'une piscine à la ville. D'ailleurs, on dit Bullitt et pas Bullitt. Va savoir pourquoi la version française on dit Bullitt. Si tu veux vraiment parler français, tu dis Bullitt, même si c'est vraiment naze. Bullitt comme boule de pétanque, boule de geisha, ou quand t'as les boules. Comme moi il y a 2 semaines d'ailleurs, ouais. J'ai eu un rencard, je l'ai vu 2 fois. Pour moi, ça s'était bien passé. Après la 2e fois, plus rien. Plus de signal radio, plus aucune réponse, elle m'a ghosté. Et ça fait 2 semaines qu'elle doit me répondre. Elle doit avoir poney. Bref, parlons de bagnole. Du coup, fin du tournage, normalement, ils devaient rendre les voitures à Ford. Normalement. Seulement, ils étaient pas au courant, Ford, de tout ce qui avait été fait sur les bagnoles. À la base, comme c'était souvent le cas à l'époque, les voitures étaient envoyées en concession et finissaient par être vendues. Il y a plein de gens comme ça qui ont acheté des voitures à faible kilométrage sans savoir que les voitures avaient joué dans des films. C'était même un problème que ce soit des voitures de film, car l'acheteur savait qu'elles avaient des défauts. Il y avait un film comme ça que j'avais fait, les Machinos, ils avaient mis des ventouses, sur le capot pour poser la caméra, pour mettre l'installation où repose la caméra. Sauf qu'ils avaient mis les mauvaises ventouses, donc le capot s'était plié aux endroits où il y avait des ventouses. Parce que
Franchement, c'est des ventouses de folie, hein. Là, par contre, pour le coup, ça, c'est des ventouses de sa mère, tu vois, elle te plie le capot tellement qu'elles aspirent. Et Peugeot, quand ils avaient reçu la voiture, ils avaient pas mal gueulé, parce que ils pouvaient pas la remettre à la vente, hein, ils ont dû changer le capot. C'est dommage que j'ai pas d'autres photos, j'ai pris que celle-là sur le vif. Après quand tu bosses, t'as pas vraiment le temps de faire un shooting, mais voilà, j'ai que cette photo pour vous montrer l'installation, qui est quand même plutôt cool, si on sait pas ce qui s'est passé après. Mais là, franchement, pour les deux Mustangs, il y a des modifs de partout, et la deuxième, celle pour la séquence d'action, elle a vraiment pris cher, donc ça coûterait trop d'argent de la remettre à l'état d'origine. Du coup, à ce moment-là, on s'embête pas, on les met à la vente en l'état. C'est là que l'histoire commence vraiment et qu'elles disparaissent. Et commençons par la plus belle, la Hirocar. Et celle-ci ne disparaît pas vraiment tout de suite. Un cadre du studio de production, Robert Ross, la rachète et la garde jusqu'en 1970. Elle sera ensuite rachetée par un détective de New York qui la gardera jusqu'en 1973, où là elle sera rachetée par un passionné de Mustang pour $6 000. Ce qui correspond à $40 000 aujourd'hui, ce qui est énorme pour l'époque, parce que pour ce genre de voiture à l'époque on était plutôt sur la moitié de ça, mais le propriétaire il pensait vraiment que comme c'était la voiture de Bullitt, elle allait prendre de la valeur. C'est là que tu vois que c'était aussi une autre époque. Aujourd'hui on est vraiment dans la spéculation à outrance, car à ce moment-là, le fait qu'une voiture est tournée dans un film en fait n'avait vraiment pas d'importance. Ça restait une voiture quoi, et c'était limite une tare car ça voulait dire qu'il y avait eu des modifications sur la voiture, tu vois, elle était pas du tout d'origine. Mais il réussira quand même à la vendre à ce prix à un cadre dans une compagnie d'assurance qui avait besoin d'une voiture de tous les jours pour sa femme. Autre époque, autre pays, mais ouais, la Mustang de Bullitt a servi pendant des années pour qu'elle aille au boulot. Là-bas, une Mustang de 325 chevaux, c'est un peu comme les Clio quoi, c'est normal. Steve McQueen a d'ailleurs voulu la racheter en 1977 en lui promettant de lui trouver exactement la même voiture en échange. Mais il a dit non. Ça c'est un des grands regrets de Steve McQueen, c'est de ne pas avoir réussi à remettre la main sur sa voiture, parce qu'il a toujours dit que c'était sa voiture. Et il n'a pas réussi à la racheter. Mais bon, il est mort pas longtemps après. En 1980, l'embrayage lâche et il décide de la stocker dans un garage en attendant de la réparer. Et arrête complètement de dire autour de lui qu'il possède la Mustang du film Bullitt. En fait, à partir de là, il a peur qu'on la lui vole, car il y a quelqu'un qui s'est introduit dans son garage et qui a pris des photos de la voiture, et a même volé le filtre à air avec le cache en chrome qu'il y a sur le carburateur. Donc à partir de là, il n'en parle plus à personne. Ainsi, le temps passe, la voiture reste bien cachée dans ce garage, et ça en devient un secret de famille. De 1980 jusqu'à 2014, plus personne n'entendra parler de cette voiture. Elle deviendra une légende, une des nombreuses voitures mythiques disparues à jamais. Le propriétaire décède en 2014 et c'est son fils qui hérite de la voiture. Lui est un passionné de bagnoles et il les restaure, mais celle-ci elle est quand même très spéciale. C'est celle de Bullitt, mais surtout c'est celle de son père, donc ça lui fait un peu peur d'y toucher. Et heureusement car ça a toujours plus de valeur quand on garde tout d'origine. Seulement, cette voiture reste toujours un secret familial et il sait pas vraiment quoi en faire. Le truc marrant dans cette histoire, c'est que quelques mois plus tard, il discute avec son patron de leurs voitures respectives et son patron lui parle d'un projet de court-métrage qu'il avait eu il y a des années. L'histoire était que des enfants entraient dans une grange et découvraient la Mustang de Bullitt cachée depuis 30 ans. Il avait fait des recherches et n'avait pas réussi à retrouver le dernier propriétaire, donc c'était un peu tombé à l'eau. Et là, Sean se dit, c'est peut-être un signe du destin, peut-être le bon moment de casser ce secret de famille. Alors il lui dit, tu sais quoi, le dernier propriétaire, en fait c'était mon père. Et la Mustang, elle est dans mon garage. Grosse coïncidence quoi. Comme c'est bizarre. Comme par hasard. Surtout quand on est 4 ans avant les 50 ans du film. Comme c'est bizarre. Dans l'histoire des deux voitures, il y a du comme par hasard dans tous les sens. Ainsi, ils décident de relancer ce projet de court-métrage et se mettent à chercher des fonds, et là, nouvelle idée. Et si on contactait Ford, vu que c'est une voiture iconique, ils voudront sûrement participer au projet. Et là aussi, comme par hasard, comme c'est bizarre, Ford préparait justement une version anniversaire de sa Mustang avec une version typée Bullitt et ce vert foncé typique pour les 50 ans. Là, on est en 2016. Ainsi, Ford va carrément utiliser la voiture comme emblème promotionnel en mettant la voiture d'origine, la Mustang d'origine du film, à côté de la version anniversaire, et elle fera ainsi le tour du monde. Le court-métrage finalement deviendra un documentaire ainsi qu'un livre retraçant l'histoire de cette voiture.
Finalement, ils ont décidé de faire une restauration minimale, c'est-à-dire juste faire en sorte de la rendre roulante en changeant l'embrayage, à l'exception du pare-choc avant qui est neuf. En fait, lorsqu'elle était dans le garage, son père garait son autre voiture devant, et il savait qu'elle était bien garée lorsqu'il tapait dedans en marche arrière. Ah, si ça tape, c'est que je suis bien garé. J'ai jamais cru que c'était le gramme. Du coup, sur 30 ans, t'imagines bien que l'avant était bien bousillé, même si pour ma part, j'aurais tout gardé d'origine. Il y a des gens, vraiment, je pige pas leur logique. Tu gardes une bagnole pendant 40 ans car tu sais qu'elle va prendre de la valeur, mais tu tapes dedans en marche arrière. Tu lui mets aucune bâche de protection, ce qui fait qu'elle est rouillée de partout, il y a même de grosses bosses sur le toit, enfin c'est... n'importe quoi. En 2020, il décidera de la vendre aux enchères et elle partira pour 3,4 millions de dollars, ce qui fait une sacrée plus-value. Il y a cette vidéo des enchères sur YouTube que tu retrouveras en description et si ça t'intéresse, il y a plein d'interviews de Sean qui expliquent toute l'histoire en détail de cette voiture perdue pendant 40 ans. Maintenant, passons à la deuxième, celle qui a pris cher. Tout comme la Mustang dans laquelle j'ai cru mourir. Ouais, c'est le moment où je place mon anecdote. Cette Mustang était de 66, mais elle était en reconstruction. Il y avait encore beaucoup de taf à faire dessus. Genre vraiment beaucoup. Genre tu ouvrais la boîte à gants, et tu voyais le moteur. Ah bonjour. Bref, ce jour-là, le client veut faire un tour avec, alors qu'elle est pas finie. Du coup, le mécano vient me voir et me dit pour rouler avec, tu fais gaffe parce que l'arbre de direction est fissuré, donc si tu tournes trop fort, bah tu vas garder le volant dans les mains. Y a pas de feu stop, on l'a pas encore branché. Et quand tu freines, tiens bien le volant car elle freine plus à gauche. Et si ça freine pas, tu pompes avec le pied parce qu'il y a une fuite sur le circuit de liquide de frein. Il y a des soucis électriques, donc si ça clignote de partout, tape sur le tableau de bord, ça devrait tout remettre en place. Ah aussi, monte pas à plus de 90 car c'est pas les bons boulons sur les roues. Du coup, j'ai dit non, ça ira. Surtout que 2 jours avant, elle m'a tapé le mécano qui avait justement perdu une roue sur l'autoroute avec une autre poubelle américaine. Ah ouais, c'était une pépinière de talent cette boîte. Du coup, c'est le client qui conduit, et je monte, et bien sûr, il n'y a pas de ceinture de sécurité côté passager. Ah, il devait la mettre la semaine d'après, voilà. Et cet abruti de client, lui, il fait cracher ses poumons à la caisse, vraiment, je pouvais littéralement sentir tous les boulons de la bagnole se dévisser au fur et à mesure, tu vois, comme dans les films. Elle a 50 ans la bagnole, respecte-la. J'attendais le moment, tu vois, où on perdrait le pot d'échappement sur la route. Bref, on a fini par rentrer, moi je suis resté dans mon bureau en PLS pendant 2 heures. Mais ça fait une anecdote marrante. Du coup, moi les Mustangs ça a jamais été mon truc, et depuis cette expérience, encore moins. Bon, passons à Action Cars, celle pour les cascades, car elle a aussi disparu pendant des années. C'est aussi celle où il y a le plus de doutes, car comme par hasard, elle est retrouvée pile pour les 50 ans du film. Ouais, elle aussi. Après le tournage, le studio l'a vendu à Max, qui a un nom vraiment imprononçable, et c'est lui qui avait fait toutes les modifications mécaniques sur les 2 voitures. Il pensait la réparer et la rendre roulante, mais en fin de compte, elle avait pris tellement cher et il y avait tellement eu de modifications structurelles dessus, pour accueillir les caméras et tout, que il a renoncé, il a préféré l'envoyer à la casse. Ah, on s'embête pas, hein, on broie. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende. La légende devint un mythe. Pendant plus de 40 ans, plus personne n'entendit parler de cette voiture. Ainsi notre histoire continue 40 ans plus tard avec Hugo Sanchez qui était un grand fan de 60 secondes chrono et qui voulait se créer une réplique de la Mustang Eleanor. J'adore cette voiture, hein, c'est une pure beauté. Et pour se créer une réplique, eh bien, il a besoin de pièces évidemment, notamment une Mustang qui fournirait le châssis, le moteur, en tout cas le plus gros, et il finit par trouver au Mexique dans une casse 2 épaves, une coupée et une fastback. Et ouais, vu comme ça, faut vraiment avoir la vision, hein. Ce serait beaucoup plus simple de les transformer en pot de fleurs. Et il les achète ainsi pour 5000 $. Ouais, il a vraiment acheté ça 5000 $, le gars. Ça doit coûter 10 000 $ rien que pour enlever la rouille de ces merdes. Mais il y a des gens, ils ont vraiment le cul bordé de nouilles, hein, parce que il envoie les 2 voitures chez un spécialiste qui directement l'appelle car la Mustang Fastback a un numéro de série qui commence par un S. Ce qui veut dire qu'en sortie d'usine, il y avait un V8 390, donc ça veut dire que c'est un véhicule plutôt recherché, et que ce serait dommage de faire une transformation en Eleanor sur une base qui est quand même assez rare. De manière stratégique, ce serait mieux de restaurer ce véhicule car ça a quand même
de la valeur, même si j'ai du mal à y voir de la valeur là-dedans. Mais avant tout, il faut vérifier que le numéro de série est un vrai. Donc il contacte un spécialiste qui, lui, reconnaît directement ce numéro de série. Il y croit pas du tout car il sait que c'est le numéro de série de la Mustang ayant servi aux cascades du film Bullitt. Mais pour être sûr, il prend l'avion et va voir la voiture directement. On est vraiment là dans Pawn Stars, on fait intervenir un spécialiste. Toujours. Sur place, il y a plein d'indices qui corroborent le fait que ce soit la bonne voiture, car durant le tournage, la voiture a été accidentée plusieurs fois. Il y aura aussi eu un moment où les freins auraient totalement lâché, alors Steve a dû faire des zigzags pour la ralentir, et il a tapé pas mal de voitures aussi au passage, voilà. Donc, selon lui, il n'y a aucun doute. Officiellement, voilà, cette voiture est validée comme étant la vraie. Mais là, on arrive dans ce qui est un peu de la légende et du doute, parce que... du coup, pourquoi la voiture elle est blanche dans ce cas? Et comment elle a atterri au Mexique? Alors, il est dit que lors de son arrivée à la casse, la voiture a été rachetée par quelqu'un qui souhaitait la restaurer sans savoir qu'elle avait tourné dans un film. Après tout, ça restait un véhicule cabossé mais quand même quasi neuf et d'une certaine valeur. Mais comme la restauration était trop chère, il l'a envoyée au Mexique où elle a été repeinte et ils ont fait pas mal de changements dessus sans jamais la finir car le propriétaire n'a pas réussi à obtenir les autorisations pour la faire revenir aux États-Unis. Ça c'est con. Et apparemment, elle aurait de nouveau été modifiée pour servir à des courses de voitures, pas forcément officielles, jusqu'à être entreposée ici, à l'état d'épave. Du coup, ce qui met franchement le doute, c'est qu'on retrouve cette voiture pile pour les 50 ans, comme par hasard. Comme c'est bizarre. Que tout ce qui prouve que c'est bien la bonne voiture en fait vient du numéro de série sur le châssis ainsi que de cette plaque sur la portière, donc deux éléments facilement falsifiables. Mais surtout, ce numéro de série était bien connu du milieu des passionnés de Mustang et c'est très étonnant que personne, pendant plus de 50 ans, n'ait pu remarquer. Surtout avec toutes les modifs et restaurations qu'elle a subies. Après, Kevin Marty l'a dit que dans les détails qui indiquent que c'est la vraie, t'as quand même le système à l'arrière qui servait du coup au fumigène. Apparemment ce système, il était encore là, en tout cas une petite partie. Ouais. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il reste de la Bullitt d'origine, hormis le châssis? Même l'intérieur avait été totalement changé lors de la tentative de restauration. Du coup, Ford n'en a même pas voulu pour l'utiliser dans ses pubs. Ils ont préféré utiliser la première, toujours dans son jus. Et le truc bien ballot dans l'histoire, c'est qu'en attendant qu'il soit confirmé qu'il s'agissait bien de la voiture de Bullitt, eh bien ils ont commencé à faire de grosses restaurations dessus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle vaut beaucoup moins que s'ils l'avaient gardée à l'état d'épave. Mais franchement, perso, j'ai jamais compris le délire de garder des véhicules dans cet état. Depuis, il est dit qu'elle est en restauration dans un lieu tenu secret, mais il n'y a plus aucune nouvelle depuis 7 ans. Apparemment, la restauration serait finie et ce serait elle qu'on voit à l'image. Difficile d'être sûr car tous les pseudo-journalistes qui en parlent confondent sans arrêt les deux voitures. Et des fois pareil, ils disent que c'est la Mustang de Bullitt et quand tu lis bien l'article, en fait c'est encore je ne sais quel mec à travers le monde qui s'est créé une réplique. Ce qui est très casse-couille. Donc franchement avoir des infos fiables là-dessus, c'est la galère. Même restaurée, elle vaut moins que s'il n'avait rien changé dessus. Mais perso, je pense qu'une voiture c'est fait pour rouler. Un tas de rouille, même mythique, ça reste un tas de rouille. Petit rajout audio que je fais après le tournage, car Hugo Sanchez a enfin mis une actualité. Apparemment, la Mustang vient de sortir de restauration après 8 ans. Donc n'hésitez pas à checker au niveau des actualités pour voir quand est-ce qu'il la présente au monde, parce qu'il a dit que c'était très bientôt. Les photos que tu vois là, en fait, c'était les photos qu'il avait présentées au tout début, quand ils avaient en fait restauré uniquement la carrosserie. Ils ont dit qu'ils avaient gardé le maximum d'éléments d'origine et il y avait vraiment tout l'intérieur à faire et toute la mécanique parce que même le moteur était totalement absent, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera en version finalisée. Voilà, j'espère que ce nouveau format t'aura plu, c'était l'occasion pour moi de mixer ma passion des voitures et celle du cinéma pour une fois. Souvent les voitures finissent à l'état d'épave dans des casses et là ça fait plaisir que ce genre de monument soit restauré et protégé car c'est des morceaux d'un film, un morceau d'histoire du cinéma. Et j'avais fait plusieurs vidéos sur la Porte des Étoiles de la série Stargate SG1, là aussi monument de la télé, et j'avais fait le tour d'un des vrais morceaux de la porte utilisés pour la série et c'est sur mon autre chaîne si ça t'intéresse. Allez, bisous!